Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener dans l'ambiance tranquille d'une petite ville américaine nommée Coralville, située dans l'État de l'Iowa, où un événement survenu en 2014 a marqué à jamais la mémoire collective de ses habitants. Il s'agit d'un dossier qui a commencé comme une banale disparition inquiétante et qui s'est transformé, au fil des années, en un véritable casse-tête judiciaire, ponctué par des rebondissements de plus en plus étranges. Avant d'entrer dans les détails de ce fait divers hors du commun, je vous invite, si mon travail vous plaît, à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne. J'y suis très sensible et cela m'encourage énormément. Dans cette affaire, tout a commencé lorsqu'une jeune femme, Laura Morrison, a subitement cessé de donner signe de vie. Laura était âgée de 35 ans en 2014, une femme qu'on décrivait comme avenante et profondément investie dans la vie communautaire de Coralville. Son époux, Frédéric, dit Fred Morrison, plus discret et réservé, travaillait comme comptable indépendant. La façade de leur maison familiale était tout ce qu'il y a de plus charmant. Un jardin potager, quelques fleurs devant la porte et une petite allée pavée menant à un perron bien entretenu. De l'extérieur, personne n'aurait pu deviner qu'une tragédie se préparait ou qu'une tension couvait au sein de ce couple à l'apparence sans histoire. Coralville était un de ces endroits où tout le monde se connaît plus ou moins, où l'on s'entraide pour les petits soucis et où l'on salue le facteur comme un ami. Les pelouses bien tondues, les voisins serviables, les barbecues organisés l'été pour récolter des fonds caritatifs, c'était la quintessence de la vie paisible et de la convivialité familiale. Or, en mars 2014, des voisins ont remarqué que quelque chose clochait chez les Morrison. D'abord, l'absence prolongée de Laura avait éveillé des soupçons, car il était très inhabituel pour elle de quitter la ville sans prévenir qui que ce soit. Ensuite, une fenêtre du rez-de-chaussée de la maison apparaissait brisée, et le rideau, déchiré, pendait vers l'extérieur, comme si un choc violent avait eu lieu. Alerté par ce détail, un couple du voisinage a décidé de s'aventurer devant le perron pour frapper à la porte. Personne ne répondant, ils ont appelé les secours. Les patrouilles de police se sont présentées rapidement sur les lieux. C'est ainsi que les autorités, pénétrant dans le domicile, ont découvert un véritable capharnaüm. Des morceaux de vaisselle en 1000 morceaux, des éclaboussures de sang séché sur un coin du tapis du salon, et un désordre montrant qu'un conflit physique s'était probablement déroulé. Pourtant, ni Laura ni Fred ne se trouvèrent dans la maison. L'histoire aurait pu tourner court si, quelques semaines plus tard, la police n'avait pas fini par localiser Fred dans un motel modeste à environ 40 km de Coralville. Cet établissement n'avait rien de coquet, situé près d'une nationale peu fréquentée et entouré d'arbres défraîchis par la fin de l'hiver. Lorsque les agents sont arrivés pour l'interroger, ils ont trouvé Fred dans un état d'extrême détresse, tenant des propos confus et laissant entendre qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours. Bien que son discours se soit d'abord révélé décousu, c'est dans ce contexte, sous la pression des enquêteurs, qu'il aurait fini par avouer le meurtre de Laura. D'après ses dires, il se serait disputé, il l'aurait frappé violemment et, réalisant la gravité de son geste, aurait décidé de dissimuler son corps. La version qu'il a donnée la première fois mentionnait l'avoir enterré dans leur propre jardin, là où Laura cultivait jadis des herbes aromatiques et des fleurs. Cette révélation glaçante a provoqué la stupéfaction dans tout Coralville. Les gens ne parvenaient pas à concilier l'image de Fred, homme calme et plutôt replié sur lui-même, avec le portrait d'un individu capable de tuer sa propre épouse avant de l'enterrer parmi des rosiers. Immédiatement après ses aveux, la police a investi la propriété des Morrison afin de fouiller intégralement la parcelle derrière la maison. Des équipes de techniciens en scène de crime ont installé un périmètre de sécurité.
Les habitants du quartier les observaient travailler nuit et jour, des tentes médicales, des bâches de protection et des instruments sophistiqués pour sonder la terre. Les détectives, à la tête de l'enquête, 2 agents chevronnés, réputés pour leur ténacité, fouillaient la moindre parcelle de terrain. Ils ont fini par confirmer que la terre avait été fraîchement retournée à plusieurs endroits. Ils ont déterré quelques fragments de vêtements, maculés de sang, dont un morceau de tissu qui portait encore des traces de boue mélangées à un résidu brunâtre. Les analyses ont établi que ce sang correspondait bien au profil de Laura. Cependant, nulle part, on ne trouva le moindre ossement, pas la moindre dépouille. Cette absence de restes humains a d'abord été incomprise. Comment se pouvait-il que Fred, qui déclarait avoir tué et enterré sa femme, ne puisse pas indiquer précisément l'emplacement du corps? Pendant l'instruction, Fred a alors varié dans ses déclarations. Parfois, il affirmait ne plus se souvenir de ce qui s'était passé exactement. À d'autres moments, il rapportait qu'il avait lui-même couvert cette tombe de gravats, mais que la pluie ou certains animaux sauvages avaient pu déplacer le corps. L'accusation, forte de l'aveu, n'avait guère besoin de plus pour le poursuivre pour homicide. Les enquêteurs espéraient toutefois trouver des preuves supplémentaires. Dans ces affaires où la victime demeure introuvable, il est toujours délicat d'obtenir une condamnation ferme, même si un aveu peut peser lourd. Les policiers ont épluché la vie du couple, ont interrogé le cercle amical de Laura, ainsi que les proches parents. Ils cherchaient à savoir si un motif particulier pouvait avoir poussé Fred à commettre l'irréparable. En creusant, on a découvert que Fred était endetté et craignait de perdre sa clientèle de comptables indépendants, tandis que Laura, d'après certains témoins, commençait à s'inquiéter de l'avenir financier du foyer. Une tension rampante aurait pu conduire à l'explosion fatale. Pourtant, tout le monde dans l'entourage du couple peinait à croire à cette histoire d'un coup de folie meurtrier non prémédité. Selon un membre de la famille de Laura, la jeune femme n'avait jamais décrit son mari comme violent, même si elle concédait parfois que Fred s'énervait quand il s'agissait des finances. Une amie proche du couple insista sur la gentillesse de Laura, sur son engagement dans des projets caritatifs, et se souvenait combien elle rayonnait lorsqu'elle était entourée de ses plantes et de son potager. Laura s'occupait également d'un groupe de parole dans un centre local de bienfaisance, où elle offrait du soutien aux femmes victimes de divers traumatismes. Tout cela peignait le portrait d'une personne généreuse, aimée et respectée, ce qui rendait son assassinat d'autant plus choquant. Malgré les ambiguïtés, Fred a été maintenu en détention provisoire. Les procureurs, convaincus que les preuves, taches de sang, vêtements endommagés, aveux de l'intéressé, suffisaient à étayer l'accusation, ont formellement engagé une procédure pour meurtre au premier degré. L'instruction a duré un certain temps, car l'avocat de la défense affirmait que les aveux de Fred avaient été extorqués sous la menace ou sous la pression psychologique intense qu'il subissait, couplée à ses tendances dépressives. Le dossier renfermait d'incessants allers-retours entre la police et la défense, chacun essayant de savoir si l'on pouvait vraiment conclure à la culpabilité pleine et entière sans un corps. Néanmoins, la majorité des habitants de Coralville se rangeait à l'idée que Fred, en crise, avait tué Laura dans un accès de colère, puis s'était efforcé de dissimuler son forfait. Le profil de Fred, selon l'analyse de nombreux enquêteurs, était celui d'un individu taciturne, peu expressif sur ses sentiments, et qui, face à un stress financier et conjugal, aurait pu commettre l'irréparable. L'absence de restes physiques restait un mystère dérangeant, mais ne suffisait pas à dissiper les soupçons. Parfois, un voisin ou un collègue de Laura émettait l'hypothèse qu'elle aurait pu être kidnappée ou avoir pris la fuite, mais aucune piste sérieuse ne confirmait ces théories à l'époque. Les mois passèrent. Parallèlement aux examens de la scène de crime, des spécialistes en criminalistique, notamment un expert en analyse de sol, ont essayé de comprendre pourquoi
Aucun os ni fragment anatomique ne se trouvait sur la propriété. Selon l'un de ces spécialistes, la zone fouillée montrait des signes de remaniement importants du terrain. Sol retourné, éléments déplacés. Certains indices laissaient penser qu'un animal pourrait avoir déterré quelque chose ou qu'un tiers était revenu sur les lieux pour faire disparaître le corps. Fred, quant à lui, restait particulièrement confus lorsque la police tentait de le faire préciser l'endroit exact de l'inhumation. Son discours se contredisait. Au tribunal, le principal détective en charge rappelait que, si l'on pouvait être sûr d'une chose, c'était que de la violence avait éclaté dans la maison et que Fred avait reconnu sa responsabilité. Sur la base de cet aveu et de la présence de sang de la victime, les procureurs ont pu bâtir un dossier solide. Le juge a entériné l'idée que, même sans dépouille, la culpabilité de Fred était hautement probable. Peu après, Fred fut condamné. Pendant ces années de détention, Fred n'avait pas beaucoup fait parler de lui. On disait qu'il passait ses journées dans une forme de prostration, assumant des emplois subalternes dans l'atelier carcéral, parlant rarement de l'affaire ou de Laura. Peu de gens, en dehors de quelques proches, allaient lui rendre visite. De temps en temps, un ami commun du couple essayait de comprendre s'il avait quelque chose à révéler, quelque aspect jusque-là inavoué des événements de ce funeste mois de mars 2014. Mais Fred restait enfermé dans sa version maladroite, agrémentée d'une part d'incertitude. « Je ne me souviens pas », revenait souvent dans ses déclarations. Beaucoup concluaient que, rongé par la culpabilité, il se contentait d'attendre qu'on l'oublie, ou d'expier son péché. La situation prit un tour totalement inattendu en 2022. Pour des raisons de santé, Fred obtint l'autorisation d'être transféré dans un établissement spécial où il pourrait recevoir des soins plus adéquats. Ses avocats plaidèrent que son état mental et physique, combiné à certains troubles cardiaques, exigeait une hospitalisation surveillée. Les autorités, ayant peu de raisons de croire qu'il représenterait un danger, acceptèrent finalement de le placer sous surveillance partielle dans une structure médicale, moyennant des contrôles réguliers et un port de bracelet électronique. Fred fut ainsi logé, pendant quelques semaines, dans une aile réservée aux détenus malades. Sur son temps libre, il lui était permis de retourner brièvement dans sa maison de Coralville afin de trier quelques affaires et discuter de la vente éventuelle de la propriété. En effet, cette maison hantée par la tragédie était sur le point d'être liquidée pour rembourser des dettes judiciaires et des arriérés. C'est justement un soir d'orage, dans cette vieille demeure abandonnée, que se produisit l'inimaginable. Fred s'y trouvait, luttant pour faire fonctionner l'électricité et vérifiant l'état du circuit, quand on frappa à la porte d'entrée. Au début, il crut qu'il s'agissait d'un voisin venu se plaindre d'un problème quelconque ou d'un agent de contrôle surveillant son bracelet électronique. Il ouvrit, la lumière vacillante du couloir éclairant à peine le visiteur. Sous la pluie battante, une silhouette féminine se dressait, menue, tremblante. À la lueur sporadique des éclairs, Fred put reconnaître le visage de Laura Morrison. Ce moment a été décrit par un témoin indirect, un passant qui se trouvait dans la rue et qui a entendu des cris, comme un choc indescriptible. Fred aurait reculé de plusieurs pas, la main sur la bouche, avant de s'effondrer sur le sol. La silhouette, trempée, semblait avoir du mal à tenir sur ses jambes, mais c'était bien Laura, bien vivante, la femme qu'il affirmait avoir tuée et enterrée 8 ans plus tôt. Personne ne comprenait. Quand la police fut appelée sur les lieux, cette fois, elle découvrit Fred en état de panique, marmonnant qu'il voyait un fantôme ou qu'il s'agissait d'un piège. Laura, affaiblie, portait des marques visibles de cicatrices sur les bras et la nuque. Dans un premier temps, les autorités la mirent en état d'observation. Il fallait confirmer son identité par des tests d'ADN et s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une imposture.
Peu après, l'analyse ADN révéla que cette femme était bel et bien Laura Morrison. La stupeur la plus totale s'empara de l'ensemble de la communauté de Coralville. La nouvelle fit le tour du comté et rapidement, des médias d'autres régions commencèrent à s'intéresser à cette énigme. Un homme emprisonné pour le meurtre de son épouse voit celle-ci réapparaître, vivante, et se présenter à sa porte. On parlait désormais de l'éventualité d'une erreur judiciaire de grande ampleur ou d'une mise en scène plus complexe. La question cruciale était: que s'était-il réellement passé en 2014? Laura a commencé à parler lentement à la police. Selon son témoignage, le soir où elle a disparu, elle et Fred s'étaient querellés au sujet des finances. D'après ses propos, Fred lui aurait reproché de ne pas comprendre la gravité de leur situation. Laura, de son côté, ressentait une forme d'impuissance, car elle voyait ses projets de volontariat menacés et redoutait aussi la faillite. La dispute avait dégénéré au point qu'un geste violent de la part de Fred l'aurait projeté contre la table basse du salon, provoquant une coupure à la tête, ce qui expliquerait les traces de sang sur le tapis. Laura prétendit cependant qu'à ce stade, Fred ne l'avait pas tué. Elle se souvint d'avoir vu des hommes s'introduire dans la maison pendant qu'elle perdait connaissance. Elle imagina d'abord qu'il s'agissait de cambrioleurs ou de gens qui profitaient d'une situation chaotique. Ensuite, durant les 8 ans suivants, elle aurait été retenue dans un réseau criminel spécialisé dans des combines d'assurance et peut-être d'autres activités illégales qu'elle peinait à décrire avec précision. Ces révélations restaient confuses. Elle aurait été exploitée comme appât pour monter certaines escroqueries, son identité manipulée pour contracter des polices d'assurance ou des crédits frauduleux. Laura déclara encore avoir réussi à s'échapper grâce à l'aide d'un organisme de soutien aux victimes de la traite, lequel l'aurait ensuite accompagnée jusqu'à Coralville pour la remettre en contact avec les autorités locales. Mais pourquoi ne pas l'avoir amenée directement au poste de police? Là, l'explication était plus floue. Laura parlait d'une peur immense, de doute, de crainte que personne ne la croie. Elle savait que Fred se trouvait en détention et désirait, malgré tout, le revoir. Peut-être la honte et la culpabilité l'empêchaient-elles de se présenter rapidement à la police. Elle craignait qu'on l'accuse d'avoir fui volontairement ou d'avoir laissé Fred endosser la responsabilité de sa disparition. Face à ce récit, la police locale se trouva devant un casse-tête. L'invraisemblance de la situation, une femme supposée morte qui ressurgit après 8 ans avec un scénario de kidnapping, ouvrait 1000 interrogations. Les enquêteurs réexaminèrent de fond en comble le procès initial. On se rendit compte que la confession de Fred manquait de cohérence. Il avait parlé d'avoir enterré Laura, mais n'avait jamais été en mesure de décrire le lieu précis. Et la propriété montrait effectivement des traces d'excavation, mais rien de définitif ne prouvait la présence d'un cadavre. Une nouvelle enquête s'ouvrit, cette fois pour tenter de démêler la réalité de l'histoire de Laura, et pour comprendre comment Fred avait pu être à la fois si affirmatif et si vague dans son aveu. Les 2 enquêteurs principaux, qui avaient bâti leur carrière sur l'élucidation de meurtres complexes, éprouvaient un mélange de honte et de perplexité. Après tout, ils s'étaient appuyés sur des indices matériels, du sang, des vêtements, un aveu. Les échantillons sanguins correspondaient à Laura, oui, mais l'on avait constaté que la quantité n'était pas nécessairement mortelle. Le principal argument de l'accusation reposait sur la déclaration de Fred, qui reconnaissait l'avoir tué, mais la défense, à l'époque, n'avait pas pu contrebalancer ce témoignage. Pourtant, dans la lumière nouvelle de la réapparition de Laura, chacun se demandait comment Fred avait pu être si certain de la mort de sa femme. Plusieurs hypothèses commencèrent à circuler. Tout d'abord, la possibilité qu'il ait menti pour une raison mystérieuse. Peut-être croyait-il sincèrement avoir causé la mort de Laura, et dans un état de choc profond, s'était persuadé de l'avoir enterrée. Ensuite,
la possibilité que Fred ait avoué dans le but de couvrir quelque chose de plus grand, comme un règlement de compte de criminel qui se serait servi de lui pour détourner l'attention. Ou encore, une hypothèse absurde aux yeux de beaucoup. Fred aurait orchestré la fausse mort de sa femme pour effacer des dettes et prétendre à des assurances. Mais cette hypothèse n'expliquait pas pourquoi Fred aurait accepté la prison si longtemps. Les autorités durent vérifier la cohérence du témoignage de Laura. Était-elle réellement en mesure de prouver qu'elle avait été retenue captive? Des traces physiques de blessures, de brûlures ou de séquelles psychologiques pouvaient valider cette version, mais le flou qui entourait les conditions de son enlèvement demeurait troublant. Les services de police locales n'étaient pas formés de manière poussée pour enquêter sur la traite de personnes ou sur les escroqueries transnationales. Ils ont donc fait appel à une unité spécialisée dans le crime organisé pour analyser les dires de Laura. Des recoupements avec des dossiers en cours sur des réseaux d'exploitation humaine furent entrepris, sans qu'un lien franc ne soit immédiatement trouvé. Laura avançait qu'elle avait changé plusieurs fois de lieu de détention, passant par des résidences isolées dans des zones rurales, avant de finir par s'évader lors d'une nuit où ses geôliers se seraient laissés distraire. Les détails étaient difficiles à confirmer, car Laura semblait elle-même souffrir d'une forme de stress post-traumatique, l'empêchant d'être parfaitement précise. Au milieu de ce tourbillon, Fred s'efforçait de retrouver ses esprits. D'abord terrifié par l'apparition de Laura, qu'il croyait morte, il commença à collaborer avec un nouvel avocat, plus expérimenté, afin de demander la révision complète de son procès. Les partisans de la théorie du complot criminel y voyaient l'occasion de prouver que Fred n'avait été qu'un bouc émissaire, piégé par des officiers pressés de résoudre l'affaire et par sa propre confusion. D'autres maintenaient que quelque chose de louche persistait dans le récit de Laura et qu'il pourrait s'agir d'un stratagème du couple pour échapper aux créanciers ou aux dettes. Mais alors, pourquoi Fred aurait-il renoncé à sa liberté et vécu toutes ces années en détention? La question demeurait entière. La situation juridique prit un nouveau tournant lorsque la juge qui avait présidé le procès initial accepta de rouvrir le dossier. Les médias affluèrent à Coralville pour couvrir ce qui ressemblait à un cas d'erreur judiciaire, comme on en voit rarement, ou, tout au moins, à une histoire absolument hors du commun. Lors des audiences préliminaires du nouveau procès, la défense martela le fait que la preuve maîtresse, l'aveu de Fred, n'était pas fiable, compte tenu de son état psychique et de la présence ambiguë de tiers non identifiés dans la maison le soir du drame. De plus, la réapparition de Laura anéantissait l'affirmation principale de l'accusation. Sans cadavre, il n'y avait plus d'homicide avéré. Fred affirma avoir vraiment cru qu'il était responsable de sa mort, mais déclara s'être brouillé dans les détails, comme s'il s'était fait une sorte de film mental après l'avoir vue inconsciente et couverte de sang. Le témoignage de Laura devant la cour fut un grand moment de tension. Fragile physiquement et psychologiquement, elle fondit en larmes à plusieurs reprises. Elle confirma que Fred l'avait frappée, oui, qu'elle s'était cogné la tête contre la table, qu'elle se souvenait d'un choc violent et d'avoir perdu connaissance. Ce qu'elle raconta ensuite restait partiel. À son réveil, elle fut embarquée par des inconnus, probablement dans le but de la soumettre à un trafic quelconque. Tout cela restait peu étayé par des éléments concrets, ce qui embarrassait autant la cour que le public. Plusieurs témoins vinrent cependant décrire des soupçons de passage de véhicules louches dans le quartier cette nuit-là, un soi-disant appel anonyme signalant un cambrioleur qui n'aurait pas donné suite. Mais rien de déterminant. Le procureur se retrouva donc dans une posture délicate. Comment maintenir l'accusation de meurtre alors que la victime se tenait devant le tribunal, affirmant qu'elle était bien vivante et que Fred n'avait probablement pas porté le coup fatal? Lors des débats, l'accusation tenta de requalifier les charges,
faisant valoir que Fred restait coupable de violences graves ayant potentiellement conduit à la disparition de Laura, et que son aveu prouvait sa responsabilité dans un acte criminel. Or, l'absence de décès constituait un facteur déterminant pour la relaxe ou la transformation de l'accusation. La défense insista sur le fait que Fred avait déjà purgé 8 années d'emprisonnement pour un meurtre qui n'avait jamais existé et qu'il avait subi une injustice qui méritait d'être corrigée. Les habitants de Coralville, comme l'ensemble des observateurs, assistaient médusés à l'effondrement d'un dossier que tout le monde croyait limpide. Certains se mirent à se demander si la police n'avait pas bâclé le travail. D'autres prétendaient au contraire que Fred avait organisé cette mascarade depuis le début, forçant Laura à disparaître. Les rumeurs sur un hypothétique coup monté pour escroquer les assurances refirent surface. Néanmoins, Laura jura qu'elle n'avait reçu aucune somme d'argent et que ses ravisseurs, au contraire, l'avaient détroussée de tout, allant même jusqu'à la forcer à servir d'intermédiaire dans des arnaques. Son récit comprenait des détails dérangeants. Elle raconta avoir dû signer des formulaires officiels sous la contrainte, se faire passer pour diverses identités et voyager clandestinement avant de retourner finalement en Iowa. Pendant ce temps, la vie dans la petite ville devint électrique. La presse campait devant le tribunal, devant la demeure des Morrison, devant les bureaux de police. Les voisins, jadis discrets, multipliaient les commentaires. Les plus proches de Laura lui apportaient leur soutien moral, même s'ils restaient perplexes quant aux zones d'ombre de son témoignage. Certains habitants se sentaient trompés, comme si la tragédie qui avait endeuillé le quartier n'était qu'une mise en scène. On percevait également une vague crainte. Si un réseau criminel opérait effectivement dans la région, comment avait-il pu rester invisible si longtemps? Au fil du nouveau procès, divers experts défilèrent à la barre. On réexamina la scène de crime, la configuration des meubles, les taches de sang. Un légiste affirma que la quantité de sang retrouvée indiquait une blessure sérieuse, mais pas forcément mortelle. On retraça l'itinéraire de Fred après la disparition de Laura, son errance dans ce motel, ses tentatives de suicide. Les psychiatres, appelés à s'exprimer, dépeignirent un homme traumatisé, en pleine dépression, capable de s'auto-accuser d'un homicide qu'il croyait avoir commis parce qu'il était incapable de faire face à la perspective d'avoir grièvement blessé son épouse. La défense fit venir un spécialiste en traumatologie psychique qui expliqua comment un individu, sous le choc, pouvait élaborer de faux souvenirs ou se persuader d'avoir causé la mort d'autrui lorsqu'il se retrouve confronté à un événement sanglant et inexplicable. On ne tarda pas à établir que la fouille du jardin des Morrison en 2014 avait été entravée par la pluie et la boue, ce qui expliquait peut-être pourquoi les enquêteurs avaient d'emblée cru à l'hypothèse d'un corps rapidement enseveli. On s'aperçut également que les fragments de vêtements retrouvés pouvaient avoir été transportés par quelqu'un d'autre, voire abandonnés là, pour accroître la confusion. Cette perspective suggérait qu'un individu extérieur s'était arrangé pour accuser Fred. Mais dans quel but? Certains commentateurs locaux se rappelaient les dettes de Fred, des organismes de prêt ou des créanciers auxquels il devait de l'argent, pouvaient-ils être liés à un trafic criminel plus vaste? Il fut question de sommes empruntées par Fred pour lancer un projet professionnel qui avait échoué. Peut-être avait-il emprunté à des gens peu recommandables, qui avaient ensuite décidé de s'en prendre à Laura pour faire pression. Mais pourquoi l'emmener, la contraindre à des activités illégales, puis la relâcher 8 ans après? Le mystère restait entier. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était lourde de révélations contradictoires. Laura apparaissait parfois en pleurs, parfois presque absente. Fred montrait un visage fermé, comme s'il avait peur de se réjouir de la réapparition de sa femme. La juge fut attentive à chaque détail, et la procureure tenta de sauver la face en montrant que,
Même si homicide il n'y avait pas, Fred n'était pas exempt de toute faute. Il avait bel et bien commis des violences conjugales. En fin de compte, le tribunal rendit un verdict qui fit la une des médias nationaux. Fred fut libéré, blanchi des charges de meurtre, puisqu'il était prouvé que la victime était vivante. Toutefois, il fut reconnu coupable de coups et blessures volontaires, assortis de circonstances aggravantes, puisqu'il avait provoqué une incapacité temporaire de Laura, laquelle avait pu être exploitée par d'autres malfaiteurs. Fred n'écopa plus que d'une peine correspondant à sa détention déjà purgée, et sortit ainsi libre, son bracelet électronique retiré. Les charges criminelles pour enlèvement ou homicide furent définitivement écartées. Quant à Laura, elle obtint un statut de victime, avec un accompagnement médico-psychologique, et on entama des investigations pour identifier ses ravisseurs. Cependant, faute de preuves tangibles et de renseignements précis, aucune arrestation claire ne fut menée. Dans la foulée de ce verdict, Coralville chercha à panser ses plaies et à tourner la page. Mais le regain d'attention médiatique laissa des marques. La ville était désormais associée à une affaire que beaucoup qualifiaient de tordue ou de rocambolesque. Des émissions télévisées consacrées au true crime vinrent interviewer des habitants, filmant la petite maison, le jardin où Laura était supposément enterrée, et la façade discrète du motel où Fred avait été retrouvé. Les habitants s'en lassèrent pas rapidement. Ils redoutaient que Coralville ne devienne un symbole de maladresse policière ou un repère d'histoires sordides. Fred, de son côté, tenta de reconstruire sa vie. Les dettes toujours présentes, la difficulté à reprendre un emploi normal après 8 ans de prison, sans parler de la défiance de certaines personnes autour de lui, rendaient les choses particulièrement ardues. Laura, elle, tenta à un moment de se rapprocher de lui, affirmant qu'elle voulait surmonter le traumatisme ensemble. On les aperçut parfois discutant dans l'ancienne maison familiale, debout près des parterres de fleurs désormais sauvages. Il n'était pas simple de savoir si leur relation pouvait être réparée. Après tout, Fred l'avait frappée, et Laura, malgré la compassion qu'on pouvait avoir pour sa situation de victime, demeurait entourée de mystères quant à sa disparition. Certains proches de Laura l'exhortaient à se tenir à distance de Fred, redoutant qu'il ne la maltraite à nouveau. D'autres assuraient que tout ce qui s'était passé n'était qu'un enchaînement d'erreurs dramatiques et que tous deux méritaient bien une seconde chance. En parallèle, la justice tâtonnait pour évaluer la part de responsabilité des enquêteurs qui, en 2014, avaient ignoré la possibilité d'un enlèvement. Fallait-il engager des poursuites pour faute ou négligence? Les débats furent vifs, mais aucune sanction majeure ne fut prononcée. L'affaire, peu à peu, finit par retomber dans une sorte de flou. On parlait de recontacter certaines unités anti-trafic, d'approfondir l'examen des transactions bancaires de Fred et des dossiers de l'assureur du couple. Mais l'énergie des premiers mois s'étiola. Sans éléments nouveaux, il était peu probable que l'on aboutisse à quelques conclusions formelles. L'insaisissable vérité quant à savoir qui avait enlevé Laura, si elle avait été réellement impliquée dans des arnaques ou si d'autres complices avaient aidé Fred à maquiller la scène, ne fut jamais pleinement mise au jour. En définitive, la presse finit par qualifier l'affaire d'énigme à tiroir. On pensait initialement avoir affaire à un homicide conjugal relativement simple, puis la victime ressurgit vivante, brisant toutes les certitudes. Certaines personnes persistèrent dans l'idée que Fred avait tout planifié. D'autres estimaient qu'il était vraiment un mari désespéré, ayant cru tuer sa femme. D'autres encore jugeaient que Laura, brisée psychologiquement et manipulée, n'était plus fiable pour expliquer les conditions de sa disparition. L'affaire, qualifiée de « dossier Morrison » dans les milieux judiciaires, reste un exemple frappant de la complexité de la recherche de la vérité. Beaucoup
se demande aujourd'hui s'il n'existe pas quelque part un document ou un témoin capital qui viendrait lever le voile sur les années que Laura a vécues dans l'ombre et expliquer les motivations exactes de toutes les personnes impliquées. Jusqu'à présent, rien de tel n'a fait surface. Les conséquences de cette affaire perdurent. Pour Coralville, qui se targuait d'être un endroit paisible, la révélation que de potentiels trafiquants de personnes aiment pu opérer dans la région constitua un électrochoc. Des initiatives locales virent le jour, menées par des associations pour la protection des femmes et l'assistance aux victimes de violences, afin de renforcer la vigilance collective. On encouragea davantage la dénonciation de mouvements suspects dans les environs et la mise en place de comités de voisinage renforcés. On offrit aussi des formations spécifiques aux forces de l'ordre pour mieux détecter les signes de trafic humain. Du côté de la famille de Laura, certains membres durent apprendre à vivre avec l'idée que tout ce qu'ils croyaient s'être passé n'était pas la réalité. Après avoir pleuré la mort de leurs proches, ils se retrouvaient confrontés à un soulagement mêlé d'amertume, s'interrogeant sur les non-dits que Laura gardait pour elle. Quant à la justice, un précédent était né. Condamner un individu sur la base d'un aveu, dépourvu de preuves physiques tangibles, peut conduire à des erreurs tragiques. Les avocats de Fred tentèrent, à titre d'exemple, de faire inclure dans la jurisprudence de l'État la nécessité d'examiner systématiquement les circonstances psychologiques entourant toute confession, en particulier dans des cas de disparition sans corps retrouvé. Fred, pour sa part, publia quelques mois plus tard une courte déclaration, probablement rédigée avec l'aide de son avocat, affirmant qu'il désirait aller de l'avant et, dans la mesure du possible, reconquérir la confiance de Laura. Celle-ci continua à se soigner, cherchant à réintégrer une vie normale, bien qu'elle reste souvent repliée, redoutant l'exposition médiatique et les jugements de la ville. En fin de compte, beaucoup d'observateurs estiment que le dossier Morrison demeurera l'un de ces mystères à jamais partiellement élucidés. Oui, Laura est vivante. Oui, Fred n'a pas commis de meurtre. Mais si elle fut réellement kidnappée, par qui, dans quel but et comment? Pourquoi avoir attendu 8 ans avant de se manifester? Laura elle-même ne semble pas en mesure de tout raconter, sans sombrer dans la confusion ou les angoisses. Les médecins qui l'ont examinée parlent de séquelles de stress post-traumatique sévères, peut-être aggravées par la violence initiale de Fred. Ceux qui penchent pour la théorie d'une manipulation orchestrée par le couple n'apportent pour l'instant pas de preuves définitives et l'on reste dans le domaine de la spéculation. Les seules certitudes sont que la vie de 2 personnes a été brisée par cette nuit tragique et que le système judiciaire, dans sa volonté de faire vite, a peut-être condamné un innocent en s'appuyant sur des éléments partiels et un aveu obtenu dans des circonstances douteuses. Aujourd'hui, alors que la petite maison des Morrison est en vente et peine à trouver un acquéreur, le jardin arrière se couvre d'herbes folles. C'est dans cette terre retournée, sujet de tant de fouilles, que se concentre peut-être encore le symbole de cette affaire. L'idée qu'on peut chercher la vérité juste sous la surface, sans jamais la trouver entièrement, car les racines des faits se sont dispersées depuis longtemps. Les rares personnes qui ont repris contact avec Fred racontent qu'il cherche à oublier, même s'il a parfois des cauchemars. Il a entrepris un suivi psychologique et suit également un programme de réinsertion professionnelle. Laura, elle, vit au jour le jour. Elle a commencé une thérapie intensive, tente de renouer avec quelques amis de l'époque et veut se reconstruire en replantant des fleurs, selon un proche qui a préféré garder l'anonymat. Reste à savoir si leur chemin pourra un jour se recroiser dans la sérénité. Pour ma part, je peux vous confier que cette affaire me laisse un sentiment étrange. J'ai moi-même longtemps cru à la version officielle de la police. Puis, j'ai découvert, comme tout le monde, la stupéfaction de voir Laura revenir. Et depuis,
Je ne peux m'empêcher d'éprouver un profond malaise quand je repense à ce qui a pu se tramer en coulisses. Je me sens vraiment soulagée de savoir qu'elle a survécu, mais je ne peux que déplorer le temps que Fred a passé derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce récit. J'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre à quel point les vérités les plus évidentes peuvent se révéler trompeuses. J'aime partager avec vous des histoires aussi complexes, car elles nous rappellent qu'il faut toujours explorer chaque recoin de l'enquête et garder l'esprit ouvert. Je suis sincèrement touchée par votre fidélité et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à plonger dans mes autres vidéos qui abordent des cas tout aussi passionnants. Je vous propose d'en regarder une sur un mystère similaire, une autre sur une disparition résolue après des décennies, et une troisième sur un procès retentissant où la vérité a éclaté à la dernière minute. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire captivante. Prenez soin de vous. Au revoir.